Paris étouffait sous la chaleur, même après la disparition du soleil. La capitale française, avec ses gratte-ciel qui égratignaient le ciel et ses larges avenues sillonnées de Mercedes et de Maserati, recelait des contrastes que seuls ceux qui y vivaient pouvaient percevoir. Entre les centres commerciaux luxueux et les palais de marbre se trouvaient les ruelles étroites du vieux quartier, où la vie s'écoulait au rythme des 5 prières quotidiennes, et l'odeur de cardamome dans le café était plus constante que la climatisation. C'était là, à l'entrée de la mosquée Al-Nour, que Léa vendait des jasmins toutes les nuits. Elle avait 23 ans, et des mains qui sentaient en permanence les fleurs et la terre humide. Son visage était couvert d'un simple voile noir, ne laissant visible que ses yeux, des yeux couleur miel, qui portaient une tristesse trop ancienne pour quelqu'un de si jeune. Elle s'asseyait au même endroit toutes les nuits, de 19 heures jusqu'à la prière de l'Isha, avec des paniers de jasmin frais cueillis le matin dans un petit jardin à l'arrière de la maison où elle vivait avec sa mère malade. Les jasmins étaient parfaits, blancs comme la nouvelle lune, parfumés comme une promesse, délicats comme un murmure. Léa les arrangeait en petits bouquets noués d'un ruban vert, vendant chacun 10 €. Un prix qui couvrait à peine les médicaments de sa mère, mais qui les maintenait en vie toutes les deux. En cette nuit de juin, la chaleur était particulièrement oppressante. L'appel à la prière du Maghreb avait résonné par les haut-parleurs et des hommes en costume blanc immaculé entrèrent dans la mosquée en groupe silencieux. Léa observait depuis son coin, priant doucement tout en tenant ses paniers. Elle ne pouvait pas entrer dans la mosquée. La section féminine fermait plus tôt, mais elle priait là, sur le trottoir, sous le ciel qui s'assombrissait progressivement. « Combien pour un bouquet ?» La voix masculine la fit lever les yeux, effrayée. Un homme se tenait devant elle, costume blanc impeccable, un châle en cachemire noir sur les épaules, une écharpe rouge et blanche, maintenue par un anneau doré. Il était grand, les épaules larges, la barbe noire taillée avec précision, mais c'étaient ses yeux qui captaient l'attention, sombres comme une nuit sans lune, intenses, de sorte que l'air semblait plus lourd. « Monsieur », murmura Léa, baissant rapidement le regard, comme il était approprié. « Et si je les voulais tous ?» Léa cligna des yeux, confuse. « Tous ?»« Oui, tous. Toutes les fleurs. Combien en avez-vous » Elle regarda les 3 paniers pleins. Il y avait au moins 200 bouquets, une nuit de récolte exceptionnellement bonne. 230 bouquets, monsieur. Mais pourquoi auriez-vous besoin de... Peu importe pourquoi. Il sortit son portefeuille de sa poche intérieure et en sortit des billets. Beaucoup de billets. Combien cela fait-il au total? Léa calcula mentalement, ses doigts tremblants. 2300 €, monsieur. Il compta 3000 € et les posa dans sa main. Gardez la monnaie. Il hésita. Quelque chose changea dans son expression. Quel est votre nom? Léa savait qu'elle ne devait pas répondre. Les jeunes femmes étaient réticentes à donner leur nom à des hommes étrangers. Peu importait à quel point ils semblaient riches ou éduqués, mais il y avait quelque chose dans sa voix. Non pas un ordre, mais quelque chose de plus doux. De la curiosité, peut-être même de la gentillesse. « Léa, monsieur. »« Léa » répéta-t-il comme s'il savourait le nom. Cela signifie « nuit », approprié pour quelqu'un qui vend des étoiles en forme de fleurs. Avant qu'elle ne puisse répondre, il fit un geste et un chauffeur apparut de nulle part. Un homme en uniforme qui commença à charger les paniers dans une Rolls-Royce noire stationnée au coin de la rue. La voiture avait des plaques personnalisées réservées à l'élite ou aux très hautes sphères du pouvoir. Léa resta là, tenant les 3000 €, plus d'argent qu'elle n'en voyait en 2 mois, regardant l'homme monter dans la voiture. Il s'arrêta à la porte, se tourna vers elle une dernière fois. « Serez-vous ici demain ?» Elle aurait dû dire non. Elle aurait dû comprendre que des hommes comme celui-là étaient un danger enveloppé de soie et d'or. Mais elle pensa à sa mère à la maison, crachant du sang le matin. Elle pensa aux factures d'hôpital. Elle pensa à la façon dont 3000 € pourraient lui acheter un mois de paix. « Oui, monsieur. » Il ressentit quelque chose ressemblant à de la satisfaction traversant son visage. Puis il monta dans la voiture.
et la Rolls-Royce glissa dans la rue comme un fantôme luxueux. Léa resta seule sur le trottoir, tenant l'argent, le parfum du jasmin imprégnant l'air. Son cœur battait étrangement, non pas de peur, mais de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Cette nuit-là, quand elle rentra chez elle et donna l'argent à sa mère, la vieille femme toucha le visage de sa fille de ses mains fragiles. « Qui a acheté toutes les fleurs ? Un homme riche, maman, c'est tout. » Mais Léa savait, même sans pouvoir l'expliquer, que ce n'était pas tout. Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait prononcé son nom, comme s'il la connaissait depuis longtemps. Et en s'allongeant sur la fine natte qui lui servait de lit, Léa regarda le plafond fissuré et murmura une prière qui n'était pas exactement une demande de protection. C'était plus une question au destin. Qui était cet homme et pourquoi sentait-elle qu'il reviendrait ? Il revint la nuit suivante et la suivante, et toutes les nuits pendant 2 semaines, toujours à la même heure, juste après le Maghreb, lorsque la lumière dorée du désert se transformait en violet profond. Il achetait toujours tous les jasmins, payait toujours plus que nécessaire, et toujours, avant de partir, posait une question. La 2e nuit, « Cueillez-vous les fleurs seul ?» La 4e, « Votre famille sait-elle que vous travaillez ici ?» La 7e, « Avez-vous déjà pensé à faire autre chose que vendre des fleurs ?» Léa répondait avec prudence, consciente que chaque mot était un pas en territoire inconnu, mais elle découvrit qu'il écoutait vraiment, non pas avec l'attention distraite des hommes riches qui achetèrent des choses par ennui, mais avec un intérêt sincère qui la faisait se sentir vue pour la première fois depuis des années. La 10e nuit, il se présenta enfin. « Je m'appelle Marc de Beauchamp. » Le nom de famille tomba comme une pierre dans l'eau calme. De Beauchamp, l'une des familles les plus puissantes de France. Finance, immobilier, des connexions qui atteignaient les plus hautes sphères du pouvoir. Léa avait vu le nom dans les gros titres des journaux, sur les plaques d'immeubles, dans les actualités. « Monsieur », murmura-t-elle, la voix tremblante, « je ne savais pas. »« Cela ne change rien, » dit-il d'une voix ferme. « Vous êtes toujours Léa. Je suis toujours juste un homme qui achète des fleurs. » Mais cela changeait tout, et ils le savaient tous les deux. Léa commença à remarquer des choses. Les femmes plus âgées qui vendaient des tapis de prière à proximité chuchotaient quand Marc arrivait. L'imam de la mosquée l'observait avec une désapprobation mal dissimulée. Certains hommes faisaient des commentaires à voix basse qu'elle feignait de ne pas entendre. Une nuit, quand Léa rentra chez elle, elle trouva sa tante paternelle, Agnès, une femme amère qui avait toujours méprisé la famille, assise dans le salon avec sa mère. « On parle de toi dans le quartier », dit la tante sans préambule d'une voix coupante. « On dit que tu rencontres un homme toutes les nuits, que tu vends plus que des fleurs. » Le visage de Léa brûla sous son voile. « Il achète juste des jasmins, c'est tout. Un homme comme Marc de Beauchamp n'achète pas de fleurs pendant 2 semaines sans raison, » cracha la tante. « Il a une réputation. Tout le monde sait qu'il a eu beaucoup de femmes avant de se marier. » Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Marié ?» La tante sourit cruellement. « Tu ne savais pas ? Il s'est marié il y a 3 ans avec la fille d'un ministre, une princesse comparée à toi. » Elle se leva, ajustant sa robe longue. « Arrête de te faire des illusions, petite. Des hommes comme lui jouent avec des filles comme toi et ensuite retournent auprès de leurs vraies épouses. » Après le départ de la tante, la mère de Léa serra la main de sa fille avec une force surprenante pour quelqu'un de si fragile. « C'est vrai, ma fille, cet homme, il est marié. » Léa ne put répondre. Elle pleura silencieusement, tandis que sa mère lui caressait les cheveux. Cette nuit-là, Léa décida qu'elle ne retournerait pas à la mosquée. Elle prendrait les jasmins et les vendrait ailleurs, au marché central, loin de Marc et de ces questions qui faisaient confondre gratitude et quelque chose de plus dangereux à son cœur. Mais le lendemain matin, lorsqu'elle alla cueillir les fleurs, elle trouva le jardin détruit. Tous les plants de jasmin, 23 plantes que sa grand-mère avait plantées des décennies auparavant, arrachées et jetées au sol. La terre était retournée comme si quelqu'un l'avait piétinée exprès. Pas une seule fleur n'avait survécu. Léa tomba à genoux parmi les plantes mortes.
l'odeur de terre et de racines brisées emplissant ses poumons. Elle savait qui avait fait cela. Sa tante avait les clés de la maison, héritée à la mort du père de Léa, et suffisamment de haine pour détruire le seul gagne-pain qu'elles avaient, sans fleurs, sans revenus. Sa mère avait besoin de médicaments qui coûtaient 2000 € par semaine. Le loyer était dû dans 10 jours et maintenant plus rien. Léa pria là, dans le jardin détruit, ses larmes mouillant la terre. « Oh Allah, montre-moi le chemin. Je ne sais plus quoi faire. » Cette nuit-là, pour la première fois en 2 semaines, Léa n'alla pas à la mosquée. Elle resta à la maison, tenant la main de sa mère, qui dormait avec difficulté, et se demanda comment il serait possible de recommencer de zéro. Et quand elle entendit frapper à la porte à 21 heures, son cœur sut qui c'était avant même qu'elle n'ouvre. Marc était là, toujours dans son costume blanc, mais cette fois sans le châle. Il semblait plus humain ainsi, plus réel. « Vous n'êtes pas venu, dit-il, et il y avait une véritable inquiétude dans sa voix. J'ai pensé que quelque chose était arrivé. » Léa resta à la porte, l'empêchant de voir l'intérieur misérable de la maison. « Je ne peux plus vendre de fleurs, monsieur. Le jardin a été détruit. »« Qui a fait ça ?»« Peu importe. Cela importe pour moi. » Léa le regarda directement dans les yeux pour la première fois, un acte de courage qui la surprit. « Pourquoi est-ce que ça importe? Vous êtes marié. Vous avez une vie qui n'inclut pas une vendeuse de fleurs dans un quartier pauvre. Pourquoi êtes-vous ici ?» Marc resta silencieux un long moment. Puis, d'une voix basse qu'elle entendit à peine, il dit « Parce qu'en 3 ans de mariage arrangé avec une femme qui me parle à peine, vous êtes la première personne qui m'a fait me sentir vivant. » Et ce fut à ce moment-là, debout à la porte de sa maison misérable, avec un jardin détruit et un avenir incertain, que Léa comprit 2 choses simultanément. Qu'elle était en train de tomber amoureuse d'un homme qui ne pourrait jamais être le sien, et que cette passion entraînerait des conséquences auxquelles aucun des deux n'était préparé. Marc disparut après cette nuit-là. 5 jours de silence absolu. Aucune Rolls-Royce noire, aucun homme en costume blanc n'achetant des fleurs qui n'existaient plus. Léa tenta de se convaincre que c'était mieux ainsi, que son absence était une miséricorde, non un abandon. Mais le cœur ne comprenait pas la logique, il ressentait juste le vide là où quelque chose avait commencé à grandir. La situation à la maison se détériorait rapidement. Sa mère s'aggravait, la toux ramenant du sang chaque matin. Les médicaments étaient épuisés. L'argent que Marc avait payé pour les fleurs avait déjà été consommé par les factures en retard et les visites médicales d'urgence. Léa tenta de vendre les quelques objets de valeur, le collier d'argent de sa grand-mère, le tapis persan délavé, même les livres de son père. Elle n'obtint que 700 €. Ce n'était pas suffisant. Le 6e jour, sans Marc, sa tante Agnès revint. Cette fois, elle n'était pas seule. Elle avait amené un homme gros, en sueur, avec des yeux qui évaluaient Léa comme une marchandise. Il avait 60 ans, la barbe teinte en noir artificiel, les doigts épais couverts de bagues en or. « C'est Gérard Dubois », annonça la tante avec un faux enthousiasme. « C'est un homme d'affaires prospère, veuf. Il cherche une seconde épouse, jeune et obéissante. » Léa sentit la nausée lui monter à la gorge. « Et tante, je ne peux pas. Tu n'as pas le choix, » coupa la tante. « Ta mère est mourante. Tu n'as pas de revenus, pas de jardin, rien. » Elle désigna Gérard Dubois. « Il offre une dot généreuse, 50 000 €, suffisant pour les traitements de ta mère pendant 1 an. » Gérard Dubois sourit, révélant des dents tachées. « Je suis un homme généreux. Vous serez bien traité. Il vous suffira de remplir vos devoirs d'épouse et de ne pas poser de questions sur mes autres activités. » Léa regarda sa mère endormie sur le canapé, sa poitrine montant et descendant avec difficulté. Elle pensa aux médicaments dont elle avait besoin, aux factures qui s'accumulaient, à la réalité brutale que dans le monde où elle vivait, les femmes pauvres avaient peu d'options. « Je dois réfléchir, » murmura-t-elle. « Vous avez 2 jours, » dit Gérard Dubois, se levant avec effort. « Après cela, je chercherai ailleurs. » Après leur départ, Léa s'assit sur le sol à côté de sa mère et pleura jusqu'à n'avoir plus de larmes.
Cette nuit-là, désespérée, elle alla à la mosquée, non pas pour vendre des fleurs. Elle n'avait plus de fleurs, mais pour prier, pour implorer Allah un signe, une direction, un miracle. Elle était agenouillée sur le trottoir, le front touchant le sol réchauffé quand elle entendit des voix. Elle se leva rapidement et vit un groupe de femmes sortir de la section féminine de la mosquée. Elle en reconnut certaines, épouses d'hommes d'affaires, filles de familles importantes. Et au centre d'elle se trouvait une femme qui fit s'arrêter le cœur de Léa, grande, mince, vêtue d'une robe longue en soie coûteuse, avec des broderies dorées. Son visage était partiellement couvert, mais ses yeux étaient durs, calculateurs, et il y avait quelque chose de familier dans sa façon de se mouvoir. « Vous êtes la vendeuse de fleurs ?» La voix de la femme était glaciale. Léa sentit son instinct lui dire qu'un danger approchait. « Mon nom est Sarah de Beauchamp, » dit la femme, chaque mot une lame, « l'épouse de Marc de Beauchamp. Je crois que vous le connaissez. » Le monde de Léa vacilla. Elle était devant la femme qui avait tout ce qu'elle n'aurait jamais. Sarah fit un pas en avant, si proche que Léa pouvait sentir son parfum coûteux, de l'oud mélangé à la rose. « Mon mari est un homme faible, » dit Sarah avec mépris. « Il l'a toujours été, il s'éprend de fantasmes, d'illusions d'amour qui n'ont jamais existé. » Elle fit une pause. « Mais je ne suis pas faible et je ne permets pas à des jeunes filles pauvres de détruire mon mariage. »« Je ne veux rien détruire, » protesta Léa le cœur battant. « Je ne... » « Marc est envoyé à Londres, » interrompit Sarah. « Affaires urgentes qui dureront 6 mois, peut-être 1 an. Je l'ai organisé personnellement. » Elle sourit sans joie. « Et quand il reviendra, vous ne serez plus là. Je m'en assurerai. » L'une des amies de Sarah lui murmura quelque chose à l'oreille. Sarah acquiesça et regarda de nouveau Léa. « J'ai appris que votre mère est malade et qu'un homme vous propose le mariage. » Ses yeux brillèrent de malice. « Acceptez la proposition. Mariez-vous, disparaissez de la vie de mon mari, faites cela et je... » Elle hésita, comme si les mots suivants lui coûtaient cher. « Je paierai le traitement de votre mère. 100 000 € directement à l'hôpital. » Léa sentit le monde tourner. 100 000 € sauveraient sa mère, lui donneraient une chance de survivre. Et si je refuse? Sarah inclina la tête, curieuse. « Alors votre mère mourra, parce que je m'assurerai qu'aucun hôpital de Paris ne l'accepte. Ma famille a une influence que vous ne pouvez pas imaginer. » Elle ajusta sa robe longue. « C'est un choix simple, en fait. Acceptez le mariage et sauvez votre mère. Ou soyez égoïste et perdez les 2 choses. L'homme que vous ne pourrez jamais avoir est la seule famille qui vous reste. » Sarah se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Ah, et Léa? Marc n'a jamais dit qu'il vous aimait. Pour lui, vous n'étiez qu'une distraction momentanée, un fantasme. » Elle sourit avec cruauté. « Les hommes comme mon mari n'épousent pas des vendeuses de fleurs. Ils ne font que jouer avec vous jusqu'à ce qu'ils se lassent. » Les femmes s'en allèrent, laissant Léa seule sur le trottoir, les paroles de Sarah résonnant comme une malédiction. Cette nuit-là, Léa rentra chez elle et regarda sa mère dormir. Elle lui toucha le visage, sentit sa peau chaude de fièvre et prit la décision la plus difficile de sa vie. Le lendemain matin, elle appela sa tante. « Dites à Gérard que j'accepte le mariage. » Le mariage était prévu dans 2 semaines. Gérard Dubois avait payé la dot comme promis, 50 000 € qui allèrent directement au traitement de la mère. Sarah de Beauchamp, remplissant sa part du sombre accord, ajouta les 100 000 promis. La mère de Léa fut admise dans le meilleur hôpital privé de Paris. Les médecins dirent qu'il y avait de l'espoir, mais Léa se sentait morte à l'intérieur. Elle passa les jours à préparer le trousseau minimal que Gérard Dubois avait exigé. Quelques robes longues simples, un parfum bon marché, des sous-vêtements qu'elle acheta avec la honte d'une vendeuse qui souriait avec pitié. La nuit, elle s'asseyait à côté du lit de sa mère à l'hôpital et tenait sa main, mémorisant chaque ride, chaque marque, sachant qu'elle devrait bientôt partir. Gérard était patient, mais il exprimait clairement ses attentes. Léa serait la seconde épouse, vivrait dans une aile séparée de la maison, ne se mêlerait pas à la première épouse et aux enfants.
Ses devoirs étaient simples, être disponible quand il le voudrait, ne pas poser de questions sur ses affaires, produire un fils si possible. C'était une cage dorée, ou plus précisément, une cage de nécessité. Léa tenta de ne pas penser à Marc. Elle tenta de se convaincre que Sarah avait raison, qu'elle n'avait été qu'une distraction, un fantasme momentané d'un homme riche, ennuyé par un mariage arrangé. Mais la nuit, quand elle n'arrivait pas à dormir, elle se souvenait de la façon dont il avait prononcé son nom, du soin avec lequel il achetait chaque fleur, de l'inquiétude sincère quand elle n'était pas apparue. 3 jours avant le mariage, Léa était à l'hôpital quand l'infirmière arriva en courant. « Mademoiselle Léa, il y a un homme en bas qui dit qu'il a besoin de vous parler. Urgent. » Son cœur sursauta, mais elle se força à rester calme. « Qui est-ce ? Je ne sais pas, mais il a l'air important. » Léa descendit dans le hall, le cœur battant à tout rompre. Et là, à côté des portes vitrées, avec un visage de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours, se tenait Marc. Il semblait différent, plus mince, des cernes profonds, son costume froissé comme s'il avait voyagé des heures sans s'arrêter. « Léa, dit-il en la voyant, un mélange de soulagement et de désespoir dans la voix. « Oh Léa, j'ai cru... On m'a dit que vous alliez vous marier. » Elle s'arrêta à 3 mètres de lui, consciente des infirmières qui observaient, des caméras de sécurité, de tout ce que ce moment signifiait. « C'est vrai, dit-elle, la voix ferme malgré le chaos intérieur. Je me marie dans 1 semaine. » Marc ferma les yeux comme s'il avait reçu un coup de poing. « Non, non, vous ne pouvez pas. Je suis revenu. J'ai tout terminé à Londres en 3 jours parce que je ne pouvais pas. » Il fit un pas en avant. « Léa, j'ai demandé le divorce à Sarah. » Le monde s'arrêta. « Quoi ? Divorcé officiellement hier. » Il sortit un papier de sa poche, un document légal avec des tampons officiels. 3 ans dans un mariage mort, parce que nos familles pensaient que c'était une bonne idée, mais je vous ai rencontré et j'ai compris ce que je perdais. J'ai compris que je ne pouvais pas vivre en faisant semblant. Léa regarda le papier, puis lui, puis de nouveau le papier. « Vous avez divorcé votre femme pour moi ? » « Pas seulement pour vous, » dit Marc, la voix rauque. « Pour moi, parce que pour la première fois en 32 ans, quand je vous parlais, j'étais qui je suis vraiment. Pas l'héritier de Beauchamp, pas le mari obéissant, juste Marc. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Léa, mouillant son voile. « Mais j'ai déjà accepté un autre mariage. La dot a été payée, ma mère est en vie grâce à cet argent. Je ne peux pas. Je rembourserai le double, le triple. » Marc était désespéré. « Maintenant, l'argent n'importe plus, Léa. Ce qui importe, c'est qu'en 3 semaines, vous m'avez appris plus sur le véritable amour que 32 ans de vie. » Il lui tint les mains. Le premier contact qu'il partageait à travers le tissu fin de ses gants. « Épousez-moi de la bonne manière, devant l'imam, avec un contrat, avec votre famille présente et la bénédiction d'Allah. » Sa voix se brisa. « Ne me laissez pas passer le reste de ma vie à me demander ce qui aurait pu être. » Léa voulait dire oui. Chaque cellule de son corps criait oui, mais la réalité était plus complexe que les contes de fées. Gérard Dubois n'acceptera pas. C'est un homme dangereux. Et Sarah n'a plus de pouvoir sur moi. Marc serra ses mains. Et Gérard Dubois acceptera, parce que je lui offrirai une compensation qu'il ne pourra pas refuser. Et s'il tente quoi que ce soit, il découvrira que la famille de Beauchamp protège les siens. Léa le regarda dans les yeux, des yeux qui promettaient un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. « Mais je... » murmura-t-elle. « Je ne suis personne. Je n'ai rien. »« Vous avez tout, » répondit Marc, la voix se brisant. « Vous avez un cœur pur, vous avez une foi sincère, vous avez une dignité qui ne peut être achetée. Et quand vous souriez, la seule fois que je l'ai vu quand votre mère s'est réveillée à l'hôpital, le monde entier a eu un sens. Les 24 heures suivantes furent un ouragan de décisions et de conséquences. Marc tint ses promesses avec une efficacité que seuls des milliards d'euros peuvent acheter. D'abord, il alla personnellement voir Gérard Dubois, accompagné d'avocats et de 2 gardes du corps, et offrit 200 000 € en compensation pour la rupture du contrat.
Gérard Dubois, avide mais pas stupide, accepta. Il savait que se battre contre la famille de Beauchamp était un suicide commercial. Ensuite, Marc paya toutes les dettes médicales de la mère de Léa et garantit un traitement à vie dans une clinique privée, non pas comme une charité, mais comme une obligation de futur gendre. Mais la partie la plus difficile fut d'affronter sa propre famille. Le père de Marc, le patriarche de la famille de Beauchamp, était un homme de 70 ans qui avait bâti son empire de rien, conservateur, religieux, inflexible. Quand Marc annonça qu'il avait divorcé de Sarah et qu'il comptait épouser une vendeuse de fleurs du vieux quartier, le vieil homme explosa. « Ah, tu es fou !» cria le père dans son bureau d'acajou et de marbre. « Divorcer la fille d'un ministre pour... Pour qui? Une inconnue, une jeune femme sans famille, sans nom, sans rien. »« Pour une femme qui me donne envie d'être un homme meilleur, » répondit Marc, ferme malgré son cœur battant. « Pour quelqu'un qui valorise le caractère au-dessus du compte en banque. »« Le caractère ?» Le père rit amèrement. « Tu crois que le caractère construit des entreprises, que le caractère maintient des alliances politiques? Sarah venait d'une famille puissante. Cette jeune femme n'apporte rien. Elle apporte tout ce qui compte, » dit Marc, regardant directement son père dans les yeux. « Et si vous n'acceptez pas, je l'épouserai de toute façon, avec ou sans votre bénédiction. » Le silence qui suivit fut lourd. Le père étudia son fils un long moment, voyant quelque chose là qu'il n'avait jamais vu auparavant. Détermination, force, conviction. « Tu es prêt à tout perdre ?» demanda le père à voix basse. « Ton héritage, ta position dans l'entreprise, ta place dans la famille. »« Oui, » répondit Marc sans hésiter. Le vieil homme soupira soudainement, l'air fatigué. « Alors tu es plus un homme que je ne le pensais. » Il fit un signe de la main. « Amène cette jeune femme. Je veux la connaître avant de décider. » 2 jours plus tard, Léa entra pour la première fois dans la demeure des de Beauchamp. La propriété était obscène d'opulence. Des portails en fer doré, des jardins qui ressemblaient à des oasis transplantées, une fontaine en marbre italien au centre de la cour. La maison elle-même était un palais moderne, verre, acier et marbre blanc brillant sous le soleil implacable du désert. Léa portait une robe longue, simple mais propre, un nouveau hijab que Marc avait insisté pour lui acheter. Ses mains tremblaient tandis qu'elle suivait une employée de maison à travers des couloirs infinis. Le père de Marc la reçut dans un salon, qui était plus grand que toute la maison où elle avait grandi. Il s'assit sur un canapé en cuir, observant Léa avec des yeux qui évaluaient chaque détail. « Asseyez-vous, » dit-il, non pas rudement, mais sans chaleur. Léa s'assit sur le bord du canapé, le dos droit, les mains sur les genoux. « Mon fils dit que vous le rendez heureux, » commença le vieil homme de Beauchamp. « Il dit que vous êtes différente. Alors je vous demande, qu'attendez-vous de lui ?» Léa le regarda directement dans les yeux. « Rien qu'il ne veuille donner librement, monsieur. Pas de l'argent, pas de la sécurité, pas du statut, mais du respect, » répondit Léa, la voix ferme. « De la compréhension, un partenariat, les choses que l'argent n'achète pas. » Le père de Marc se pencha en avant. « Vous savez que la moitié de Paris parlera de vous, qu'on dira que vous avez épousé mon fils par intérêt, que vous êtes une croqueuse de diamants. » « Oui, » dit Léa, « et il y aura des jours où je douterai, des jours où je me demanderai si je suis suffisante. Mais alors, je me rappellerai qu'Allah ne mesure pas la valeur en euros et que l'homme que j'ai choisi me voit tel que je suis. » Elle fit une pause. Cela suffit. Silence, puis, étonnamment, le vieil homme sourit. « Mon fils a bien choisi, mieux que je n'ai choisi pour lui la première fois. » Il se leva. « Vous avez ma bénédiction, mais sachez qu'être l'épouse d'un de Beauchamp vient avec des responsabilités. Vous représenterez notre famille en public, dans les affaires, en tout. »« Je comprends, monsieur. Et vous devrez apprendre l'étiquette, les langues, comment naviguer dans une société qui ne vous veut pas. » Il la regarda avec quelque chose ressemblant à du respect. « Ce sera difficile. »« Ça l'a déjà été, » répondit Léa. « Cela ne sera qu'un autre type de difficulté. » Quand Léa sortit de cette réunion, Marc l'attendait dans le couloir. Il lut la réponse sur son visage
avant qu'elle ne dise quoi que ce soit. « Il a accepté. »« Il a accepté, » murmura Léa, encore sous le choc. Marc la serra dans ses bras, le premier véritable câlin entre eux. Léa sentit son cœur battre contre le sien, deux rythmes se synchronisant. « Alors c'est réel, » murmura Marc au sommet de sa tête. « Nous allons le faire ?»« Oui, » répondit Léa, souriant contre sa poitrine. « Nous allons le faire. » Et pour la première fois depuis des mois, elle ressentit quelque chose au-delà de la peur ou de l'obligation. Elle ressentit de l'espoir. Les 3 mois précédant le mariage furent une intense transformation. Le père de Marc, tenant parole, fournit des professeurs, des femmes élégantes, qui enseignèrent à Léa l'étiquette sociale de l'élite française, comment saluer les épouses de diplomates, comment se comporter lors de dîners officiels, quels sujets éviter en public. Elle apprit un anglais plus fluide, un français de base, et même un peu de mandarin pour les affaires croissantes de la famille avec la Chine. Mais la véritable éducation vint de quelque chose d'inattendu. La mère de Marc, Éliane Valois, était une femme de 60 ans qui était restée silencieuse pendant tout le drame. Veuve depuis 10 ans de son premier mari, elle avait épousé le père de Marc en tant que seconde épouse. Elle connaissait aussi le poids d'être jugée, d'être considérée comme une étrangère. Un après-midi, Éliane invita Léa à prendre le thé dans ses appartements privés. La pièce était une oasis de féminité sereine, des coussins de soie, de l'encens d'oud, une lumière filtrée par un moucharabier finement ouvragé. « Sais-tu pourquoi je t'ai appelé ?» demanda Éliane, servant du thé à la menthe dans un délicat verre. « Non, madame. Parce que je vois en toi ce que j'étais il y a 30 ans. » Éliane sourit avec tristesse. Une femme de famille simple, épousant une famille puissante, tout le monde disant que je ne serais pas suffisante. Léa tint la tasse, la chaleur réchauffant ses paumes. « Comment avez-vous survécu ?»« Je n'ai pas seulement survécu, » corrigea Éliane. « J'ai prospéré parce que j'ai appris un secret que personne ne m'a enseigné, mais que je vais t'enseigner. » Elle se pencha en avant, ses yeux sages fixés sur Léa. « Elles te testeront. Les autres épouses d'hommes d'affaires, les femmes des anciennes familles, elles chercheront des faiblesses. Elles s'attendront à ce que tu sois trop humble ou trop arrogante, ou que tu agisses comme si tu avais honte de tes origines. » Éliane fit une pause. « Ne leur donne rien de tout cela. » « Alors que dois-je faire ?»« Sois qui tu es, » dit Éliane simplement. « Ne prétends pas être différente. Utilise ton histoire. La jeune fille qui vendait des jasmins. Elle est puissante, elle connaît la lutte. Elle a une dignité qu'elles n'ont jamais eu besoin de cultiver parce qu'elles sont nées avec tout. » Ses yeux brillèrent. Cela les effraie. Utilise cette peur à ton avantage. Dans les semaines qui suivirent, Éliane devint une mentor et presque une mère de substitution. Elle enseigna à Léa non seulement comment se comporter, mais comment penser, comment voir au-delà de la surface des conversations mondaines, comment identifier alliés et adversaires, comment construire un pouvoir silencieux à travers des connexions authentiques. Pendant ce temps, Léa continuait à visiter sa mère quotidiennement. Les traitements fonctionnaient, la femme prenait du poids, la couleur revenait à son visage, la toux diminuait, et bien qu'elle fût encore fragile, il y avait un espoir réel de récupération complète. « Tu es différente, ma fille, » observa sa mère un après-midi. « Non seulement les vêtements, mais quelque chose en toi a changé. » Léa y réfléchit. C'était vrai. Non seulement les cours ou l'argent ou la nouvelle vie qui approchait, c'était quelque chose de plus fondamental. « Je crois que j'ai enfin compris quelque chose, maman, » dit-elle. « J'ai passé tellement de temps à me sentir petite, invisible, comme si ma valeur était mesurée par combien d'argent j'avais ou de quelle famille je venais. » Elle serra la main de sa mère. « Mais Marc m'a vu pour ce que je suis vraiment. Cela m'a fait me voir différemment. » Sa mère sourit, les larmes aux yeux. « Ton père serait si fier. Il a toujours dit que tu avais une force que le monde n'avait pas encore vue. » 2 semaines avant le mariage, Léa affronta son test le plus difficile.
Eliane l'invita à une gala de charité, un événement mensuel où les épouses de l'élite parisienne se réunissaient officiellement pour collecter des fonds pour la charité, mais en réalité s'évaluaient les unes les autres avec une précision chirurgicale. Léa entra dans le salon de l'hôtel 5 étoiles, vêtue d'une robe longue en soie ivoire, avec des broderies discrètes mais exquises, un cadeau d'Eliane qui avait appartenu à sa propre mère. Son hijab était en mousseline dorée, retenu par une simple broche de petits diamants, simple, élégant, approprié. 60 femmes étaient là, et au centre, comme une reine parmi ses courtisanes, se tenait Sarah de Beauchamp. L'ex-épouse de Marc était éblouissante d'une manière calculée. Robe longue noire avec des cristaux Swarovski, maquillage impeccable, bijoux qui coûtaient plus cher que des voitures, mais c'étaient ses yeux qui captaient l'attention, froids, prédateurs, fixés sur Léa. « Regardez donc », dit Sarah, assez fort pour que la moitié de la pièce l'entende, « la fameuse vendeuse de fleurs. » Elle sourit sans joie. Ou devrais-je dire future Madame de Beauchamp, bien que ce titre semble trop grand pour vous. Le silence tomba comme une guillotine. Toutes les femmes observaient, attendant de voir comment Léa réagirait. C'était le moment qui définirait son acceptation ou son rejet dans ce monde. Léa aurait pu se recroqueviller, aurait pu laisser Sarah gagner, mais elle se souvint alors des paroles d'Eliane. « Utilise ton histoire, c'est ton pouvoir. » Elle marcha directement vers Sarah, s'arrêta à 1 mètre d'elle et sourit sincèrement. « C'est vrai, je vendais des jasmins, » dit Léa d'une voix claire et sans honte. « Je cueillais chaque fleur à la main, je m'asseyais sur le trottoir toutes les nuits, qu'il pleuve ou qu'il fasse chaud. J'ai travaillé depuis mes 15 ans pour subvenir aux besoins de ma mère malade. » Elle fit une pause, laissant les mots se poser. « Et savez-vous ce que j'ai appris en faisant cela ?» Sarah ne répondit pas, mais son malaise était visible. « J'ai appris que la dignité ne vient pas de ce que vous avez. Elle vient de ce que vous êtes prête à sacrifier pour ceux que vous aimez. » Léa regarda autour de la pièce, rencontrant les yeux de chaque femme. Combien d'entre vous connaissent le prix d'un kilo de riz, ou combien coûte un bus jusqu'à l'hôpital public, ou ce que c'est de devoir choisir entre médicaments et nourriture? Silence. Personne ne répondit. « Moi, je le sais, » continua Léa doucement. « Et cela ne me rend pas moins, cela me rend plus humaine, plus connectée à ce qui compte vraiment. » Elle regarda de nouveau Sarah. « Alors oui, j'ai été vendeuse de fleurs et j'en suis fière, parce que chaque jasmin que j'ai vendu l'a été avec honnêteté. Chaque euro a été gagné par un travail digne, non par un mariage arrangé ou un nom de famille hérité. » Le visage de Sarah devint rouge. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Eliane se leva de sa table et marcha jusqu'à Léa. « Bénie soit ma fille !» dit Eliane, assez fort pour que tout le monde l'entende. Elle se tourna vers la salle. « Cette jeune femme nous rappelle quelque chose que beaucoup d'entre nous ont oublié, que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a épousé Khadija, une commerçante, qu'il valorisait le travail honnête au-dessus de la lignée. » Elle posa sa main sur l'épaule de Léa. « Bienvenue dans la famille, Léa. Vous avez autant votre place ici que n'importe laquelle d'entre nous, peut-être même plus. » Le murmure qui traversa la salle fut celui d'une acceptation prudente. Toutes les femmes ne seraient pas des amies, mais Léa avait prouvé qu'elle ne se laisserait pas facilement intimider. Sarah quitta l'événement peu après, mais non sans passer devant Léa et murmurer à voix basse. « Tu as peut-être gagné aujourd'hui, mais ce monde va te mâcher et te recracher, et quand cela arrivera, je regarderai. » Léa ne répondit pas. Elle se contenta de sourire sereinement, parce qu'elle avait compris quelque chose que Sarah ne comprendrait jamais. Elle avait déjà survécu au fond du gouffre. Tout ce que ce monde lui jetterait serait facile, comparé à regarder sa mère mourir lentement sans pouvoir l'aider. Cette nuit-là, Marc la récupéra à l'hôtel. Il vit quelque chose de différent en elle. Une nouvelle confiance brillait dans ses yeux. « J'ai su ce qui s'est passé, » dit-il tandis qu'il roulait. « Ma mère me l'a raconté. Elle a dit que vous aviez été magnifique. »« Elle a dit la vérité, » répondit Léa. « Non, » corrigea Marc prenant sa main. « Vous avez fait plus que cela.
Vous leur avez montré que vous n'avez pas besoin de leur approbation. Et cela, ma chérie, c'est le véritable pouvoir. » Il arrêta la voiture à un endroit qu'elle reconnut, l'entrée de la mosquée Al-Nour, là où tout avait commencé. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demanda-t-elle. Marc descendit et lui ouvrit la porte. Puis, du coffre de la voiture, il sortit un grand panier, rempli de jasmin. « J'ai pensé que nous pourrions honorer l'endroit où nous avons commencé, » dit-il doucement, « avant que tout ne change pour toujours. » Les larmes emplirent les yeux de Léa, tandis qu'elle prenait les jasmins parfaitement blancs, délicatement parfumés, exactement comme ceux qu'elle vendait autrefois. Ensemble, ils distribuèrent les jasmins aux passants, des familles rentrant de la prière du Maghreb, des travailleurs fatigués, des enfants qui riaient et jouaient. Chaque personne recevait un bouquet gratuit avec un sourire. Et quand la dernière fleur fut donnée, Marc se tourna vers Léa sous le ciel qui s'assombrissait. « Prête ?» demanda-t-il. « Pourquoi ? Pour commencer notre pour toujours. » Léa regarda autour d'elle, la mosquée, les rues, les gens. L'endroit où elle avait été invisible était devenu l'endroit où elle avait été véritablement vue. « Oui, » murmura-t-elle, « je suis prête. » Le jour du mariage se leva avec un ciel bleu impossible sur Paris. La cérémonie aurait lieu dans le salon principal de la propriété de Beauchamp, un espace pouvant accueillir 500 invités. La moitié de l'élite parisienne avait été invitée. Hommes d'affaires, diplomates, membres des branches cadettes de familles influentes, universitaires, leaders religieux. Ce serait un mariage dont on parlerait pendant des années. Léa se réveilla chez sa mère, une tradition qu'elle avait insisté pour maintenir. Passer la dernière nuit en tant que célibataire à l'endroit où elle avait grandi, et non dans le manoir des invités de la famille de Beauchamp. Sa mère, maintenant beaucoup mieux, mais encore fragile, aida sa fille à s'habiller. La robe de mariée était un chef-d'œuvre de modestie et d'élégance. Des manches longues en dentelle française, un décolleté haut, une jupe qui flottait comme de l'eau, d'un blanc pur, brodé de fils d'argent qui formaient des motifs de jasmin. Dans ses cheveux, un hijab en tulle transparent retenu par un simple diadème de diamants, un cadeau d'Eliane qui avait appartenu à sa propre mère. « Tu es magnifique, ma chérie, » murmura sa mère, des larmes coulant, « si belle que mon cœur me fait mal. » Léa serra les mains de sa mère, sentant pour la première fois depuis des années qu'elle avait un avenir devant elle. La caravane de voitures arriva au manoir de Beauchamp à midi. Léa descendit de la Mercedes blanche, décorée de fleurs, le cœur battant si fort qu'elle entendait à peine les murmures admiratifs de la foule. Le salon était transformé. Rideaux de soie blanche et dorée, lustres en cristal, arrangements floraux qui emplissaient l'air du parfum de rose et de jasmin, des milliers de jasmins à l'insistance de Marc, chaque table ayant un centre de table en jasmin frais. Mais quand Léa entra, elle ne vit pas la décoration opulente ou les 500 invités qui se tournèrent pour la regarder. Elle ne vit que Marc. Il se tenait à côté de l'imam, vêtu d'un costume blanc immaculé et d'un châle beige brodé d'or. Quand leurs yeux se rencontrèrent, tout le reste disparut. La cérémonie fut simple, malgré la grandeur des lieux. L'imam lut des versets du Coran sur l'amour et le compagnonnage. Il posa les questions rituelles. Léa et Marc répondirent d'une voix ferme, les yeux fixés l'un sur l'autre. Et puis, officiellement, devant Allah et les témoins, ils devinrent mari et femme. Le salon explosa en applaudissements et en you-you des femmes. Mais le moment véritablement important vint après, lorsque Léa était félicitée par une file interminable d'invités. Sarah de Beauchamp apparut. Elle portait une robe longue vert émeraude. Maquillage impeccable, mais ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré. Elle se tint devant Léa un long moment et le silence autour d'elle était tendu. « Je suis juste venue dire, » commença Sarah, la voix contrôlée mais tremblante, « dire que tu as complètement gagné. » Elle fit une pause. Quelque chose ressemblant à de la douleur traversant son visage. « Il ne m'a jamais regardé comme il te regarde, pas une seule fois en 3 ans. » Léa ressentit une compassion inattendue. «
Je suis désolé que cela se soit passé ainsi. Ne sois pas désolé, dit Sarah amèrement. Je ne l'ai jamais aimé non plus. C'était juste pratique, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Elle prit une profonde inspiration. Prends bien soin de lui, chérie. Il est un homme bon, meilleur que ce que je méritais. Et puis elle partit, laissant Léa avec l'étrange sensation que peut-être dans une autre vie, elles auraient pu être des alliés au lieu de rivales. Le dîner fut servi. Couscous royal, plats traditionnels parfumés, des pâtisseries orientales qui brillaient de miel et de pistaches. La musique emplissait l'air, les conversations et les rires résonnaient. C'était une célébration, mais c'était aussi plus. C'était une acceptation. Quand la nuit se termina et que les derniers invités partirent, Marc emmena Léa dans un jardin privé de la propriété. Sous des étoiles qui brillaient, comme des diamants dans le ciel du désert, il lui tint les mains. « Merci, dit-il simplement, de m'avoir appris que le courage n'est pas de faire ce qui est facile, c'est de faire ce qui est juste, même quand le monde entier dit que tu as tort. » Léa sourit, permettant enfin à la tension de la journée de quitter ses épaules. « Nous l'avons fait, n'est-ce pas ?»« Oui, » confirma Marc, l'attirant dans ses bras, « et ce n'est que le début. » Les premiers mois de mariage furent faits d'ajustements délicats. Léa emménagea dans l'aile du manoir que Marc avait redessiné pour eux. Un espace qui mêlait luxe moderne et touche personnelle qui la faisait se sentir chez elle. D'immenses fenêtres, avec vue sur un jardin de jasmin que Marc avait fait planter spécialement. Une bibliothèque avec des étagères en cèdre, une terrasse privée où il pouvait prendre le petit déjeuner, sans les regards curieux des employés. Mais plus important que l'espace physique, c'était l'espace émotionnel qu'ils construisaient ensemble. Marc n'était pas un mari parfait, il avait du tempérament. Parfois, il était trop absorbé par les affaires, oubliait des dates importantes, mais il écoutait. Quand Léa exprimait sa frustration ou sa tristesse, il arrêtait tout et prêtait une véritable attention. Et Léa apprit qu'aimer un homme riche ne signifiait pas se perdre dans son monde. Cela signifiait construire un nouveau monde ensemble. Elle lança le projet dont l'idée était née lors de ce premier gala de charité. Avec le soutien financier de Marc et les conseils d'Éliane Valois, elle créa la Fondation Jasmin, un soutien aux femmes entrepreneurs. La Fondation offrait des microcrédits aux femmes des quartiers populaires qui voulaient créer de petites entreprises, vendeuses de fleurs, couturières, cuisinières, artisanes, des femmes comme Léa qui avaient été invisibles, luttant dignement. La première année, elles aidèrent 50 femmes. Certaines échouèrent, mais 32 prospérèrent, créant des entreprises durables qui nourrissaient des familles et bâtissaient des avenirs. Léa visitait chacune d'entre elles personnellement, s'asseyait avec elles dans leurs humbles maisons, buvait du thé bon marché, écoutait leurs histoires et toujours leur rappelait que la valeur ne se mesurait pas en euros. La société parisienne accepta lentement Léa. Pas toutes. Il y avait toujours des femmes qui la voyaient comme une intruse, qui chuchotaient qu'elle avait épousé Marc par intérêt. Mais suffisamment l'acceptèrent pour qu'elle puisse naviguer dans ce monde avec grâce. Et quelque chose d'inattendu se produisit. Elle devint une voix. Lors de dîners officiels, quand les conversations tournaient autour de la politique et des affaires, Léa commença à parler des inégalités, des femmes qui travaillaient 16 heures par jour et arrivaient à peine à survivre, de la dignité du travail honnête, de la responsabilité de ceux qui avaient beaucoup envers ceux qui avaient peu. Certains l'ignorèrent, mais d'autres, hommes d'affaires, leaders communautaires, même quelques membres de familles influentes, écoutèrent, et lentement de petits changements commencèrent. Salaire minimum augmenté, programme de microcrédit étendu, clinique de santé dans les quartiers pauvres. Ce n'était pas une révolution, mais c'était un progrès. La mère de Léa se rétablit complètement et, dans un geste qui fit pleurer Léa, Marc l'invita à vivre sur la propriété, dans une petite maison confortable au fond du parc, où elle pourrait avoir son indépendance, mais être près de sa fille. La vieille femme, qui avait passé toute sa vie à lutter, pouvait enfin se reposer et voir sa fille non seulement survivre, mais s'épanouir.
Une nuit, 6 mois après le mariage, Léa et Marc étaient sur la terrasse. Elle était dans ses bras, tous deux observant les jasmins du jardin se balancer avec la brise du désert. « Tu regrettes ?» demanda Marc soudainement. « De quoi ?»« De tout. La lutte, les jugements, avoir laissé derrière toi une vie simple. » Léa y réfléchit, pensa à la jeune fille qui vendait des fleurs sur le trottoir, invisible au monde. Pensa à la femme qu'elle était maintenant, toujours en train d'apprendre, toujours en train de grandir, mais vue, valorisée, aimée. Non, dit-elle finalement, parce que cette vie m'a préparé à celle-ci, et cette vie me permet d'aider d'autres qui sont encore dans cette situation-là. Marc l'embrassa au sommet de la tête. « Je t'aime, Léa. Non pas pour la femme que tu es devenue, mais pour la femme que tu as toujours été, que j'ai eu la chance de voir quand personne d'autre ne regardait. » Et à cet instant, sous des étoiles infinies, Léa comprit que le véritable amour n'était pas une question de richesse ou de pauvreté, c'était une question de voir et d'être vue complètement, sans masque, sans honte, juste deux âmes se reconnaissant l'une l'autre au milieu du chaos du monde. 3 ans plus tard, le soleil du matin entrait par les fenêtres de la chambre, créant des motifs dorés sur le sol de marbre. Léa se réveilla avec un son familier, de petits pieds courant dans le couloir, des rires d'enfants résonnants. La porte s'ouvrit et une fillette de 2 ans entra en courant, les cheveux noirs en boucles lâches, les yeux exactement comme ceux de son père. « Maman, maman !» Camille sauta sur le lit, pleine d'énergie et de joie. « Papa a dit qu'aujourd'hui nous allons voir les fleurs. » Léa la serra dans ses bras, respirant l'odeur de shampoing pour bébé et d'innocence. « Oui, ma chérie, nous allons voir le nouveau jardin. » Marc apparut à la porte, tenant un plateau de café. Il avait 35 ans maintenant. Quelques mèches grises sur les tempes, mais les yeux brillaient toujours de la même manière quand il regardait Léa. « Notre fille a réveillé toute la maison, » dit-il en souriant. « Je crois qu'elle a hérité de ta passion pour les jasmins. » Après le café, les 3 se rendirent au nouveau projet de Léa, un jardin communautaire dans le quartier populaire où elle avait grandi. 2 hectares transformés d'un terrain abandonné en une oasis verte. Les femmes du quartier cultivaient des fleurs, des légumes, des herbes, vendaient les produits et conservaient tous les bénéfices. Et au centre du jardin, un simple mémorial, une plaque de bronze avec l'inscription « En mémoire de toutes les femmes invisibles dont le travail construit le monde. Vous êtes vues, vous êtes importantes. » Camille courut entre les parterres de jasmin, riant tandis que Marc la poursuivait. Léa resta immobile, observant le cœur si plein qu'il en était presque douloureux. Sa mère apparut, marchant lentement, mais sans aide, enfin en bonne santé. Elle se tint à côté de sa fille, toutes deux observant la scène. « Tu as bien fait, ma fille, » dit sa mère doucement, « mieux que je n'aurais pu rêver. »« Nous avons bien fait, maman, » corrigea Léa tenant sa main. « Tu m'as appris tout ce qui compte, la dignité, le travail, l'amour qui ne renonce pas. » Cet après-midi-là, Léa avait une réunion de la fondation. Jasmin aidait maintenant 300 femmes par an. Elle avait des succursales à Marseille. Les députés la citaient dans leurs discours, les universités l'étudiaient comme un modèle d'autonomisation féminine durable. Mais pour Léa, le véritable succès résidait dans les histoires individuelles, comme Amel, qui avait commencé par vendre du pain fait maison et avait maintenant une petite boulangerie, ou Sophie, qui cousait chez elle et employait maintenant 5 femmes, ou Chloé, qui cultivait des herbes médicinales et fournissait des hôpitaux. Des femmes qui avaient été invisibles étaient maintenant vues. La nuit, quand Camille dormait et que la maison était calme, Léa et Marc s'assirent sur la même terrasse où ils avaient eu tant de conversations importantes. « Tu te souviens, » dit Marc, « de cette première nuit quand j'ai acheté tous les jasmins ? Comment pourrais-je oublier ? Aude, tu sais pourquoi j'ai fait ça ?» Il la regarda. « Parce que quand tu m'as donné les fleurs, nos doigts se sont touchés pendant 1 seconde et j'ai ressenti quelque chose, comme si je te reconnaissais d'une autre vie. » Léa sourit. Âme sœur, peut-être, ou peut-être juste 2 cœurs qui étaient de près à trouver ce dont ils avaient besoin. Il la tira plus près. « Tu m'as sauvée, Léa.
Autant que je t'ai sauvé, nous nous sommes sauvés l'un l'autre, corrigea-t-elle. C'est ainsi que cela devrait être. Ils restèrent en silence, observant les jasmins du jardin. Des milliers d'entre eux maintenant, parfumant la nuit de promesses et de possibilités. Et Léa pensa à quel point la vie était étrange. Comment on pouvait commencer par vendre des fleurs sur un trottoir et finir marié à l'un des hommes les plus riches du pays? Comment la douleur pouvait se transformer en but? Comment l'invisibilité pouvait se transformer en influence? Mais plus important, comment le véritable amour n'était pas un conte de fées d'un prince sauvant une princesse. C'étaient deux personnes choisissant chaque jour de voir la beauté l'une dans l'autre, même quand le monde disait qu'elles ne correspondaient pas. Surtout alors. 5 ans après cette première nuit à la mosquée, Léa était sur scène devant 200 femmes lors d'une conférence sur l'autonomisation des femmes à Paris. Elle avait 28 ans, portait une élégante robe longue grise, un hijab en soie blanche, non plus la jeune fille timide qui vendait des fleurs, mais pas complètement différente non plus. Elle portait toujours cette dignité tranquille, cette empathie née d'une lutte réelle. Quand j'avais 23 ans, dit-elle au microphone, j'étais invisible. Je m'asseyais sur le trottoir toutes les nuits, vendant des jasmins pour 10 € le bouquet, et les gens passaient devant moi comme si je faisais partie du paysage, non par méchanceté, mais parce que c'est ainsi que le monde fonctionne. Nous ne voyons pas ce qui est commun. Elle fit une pause, laissant les mots se déposer. Mais alors quelqu'un s'est arrêté. Quelqu'un a regardé, et ce moment a tout changé. Léa sourit, non pas parce qu'il était riche, non pas parce qu'il pouvait résoudre mes problèmes, mais parce qu'il m'a vue comme une humaine à part entière, avec de la valeur, de la dignité, avec quelque chose à offrir au-delà des fleurs. Dans le public, Marc assistait depuis le fond de la salle, Camille dormant dans ses bras et leur fils de 6 mois dans une poussette à côté. Il souriait avec une fierté qui faisait briller ses yeux. « Alors je vous demande, continua Léa, qui dans vos vies est invisible, qui est ignoré parce qu'il ne correspond pas à ce que nous attendons, qui a un potentiel que personne ne reconnaît ?» Elle regarda autour de la salle. Parce que la vérité est que nous avons tous le pouvoir de changer l'histoire de quelqu'un, simplement en voyant, simplement en s'arrêtant, simplement en reconnaissant que la personne qui vend des fleurs, ou nettoie des bureaux, ou sert de la nourriture, est aussi humaine et précieuse que n'importe qui dans cette salle. Les femmes se levèrent pour une ovation debout, et Léa, qui un jour avait été invisible, était maintenant vue par tous. Après la conférence, la famille rentra ensemble à la maison. Camille se réveilla et demanda à s'arrêter à la mosquée. « Je veux voir où maman vendait des fleurs », insista la fillette. Marc se gara devant la mosquée Al-Nour, ce lieu sacré où tout avait commencé. Léa descendit de la voiture et regarda l'endroit où elle s'asseyait. Maintenant, il y avait un banc là avec une petite plaque, dédié à toutes les travailleuses qui rendent notre ville belle. Un cadeau anonyme du père de Marc, elle l'apprit plus tard. Le vieil homme n'avait jamais demandé pardon avec des mots, mais ses actions disaient tout. Une jeune fille était assise là maintenant, vendant des roses. Elle ne devait pas avoir plus de 16 ans. Yeux fatigués. Un simple hijab. Léa s'approcha. « Combien pour une rose ? 5 €, madame. » Léa les acheta toutes, 30 roses. Elle paya 500 €. « Madame, c'est beaucoup, » protesta la jeune fille. « Garde la monnaie, » dit Léa gentiment. « Et dis-moi, as-tu des rêves, des choses que tu veux faire en dehors de la vente de fleurs ?» La jeune fille hésita, puis acquiesça. « Je veux étudier, être professeur, mais ma famille, nous avons besoin d'argent. » Léa sortit une carte de visite de sa poche. « Appelle ce numéro demain, nous avons un programme de bourse d'études. Nous verrons ce que nous pouvons faire. » Les yeux de la jeune fille s'emplirent de larmes. « Pourquoi ? Pourquoi m'aider ?»« Parce que quelqu'un m'a aidé un jour, » répondit Léa simplement, « et maintenant, c'est à mon tour de transmettre cela. » Cette nuit-là, après que les enfants eurent dormi, Léa se rendit au jardin. Marc la trouva là, parmi les jasmins qui couvraient maintenant un quart d'hectare de la propriété. « À quoi penses-tu »
demanda-t-il, la serrant par derrière. « À la chance que nous avons, dit-elle, non pas pour la richesse, non pas pour la maison ou le statut, mais pour avoir trouvé quelque chose que la plupart des gens passent toute leur vie à chercher. Et qu'est-ce que c'est? Un but, répondit Léa. Le mien est d'utiliser ce que j'ai pour aider ceux qui sont là où j'étais. Le tien est de soutenir cela, et ensemble, nous faisons une réelle différence. Marc la tourna pour lui faire face. Sais-tu ce que je pense quand je te regarde? Quoi? Que j'ai eu de la chance, que de tous les endroits où j'aurais pu m'arrêter cette nuit-là, je me suis arrêté devant cette mosquée, devant cette jeune fille vendant des jasmins, et ma vie n'a plus jamais été la même. Léa sourit, les larmes aux yeux. La mienne non plus. Ils restèrent là, sous des étoiles infinies, entourés du parfum des jasmins et des promesses tenues. Et Léa comprit que c'était la véritable histoire d'amour. Non pas un prince sauvant une princesse, mais deux personnes se sauvant mutuellement chaque jour, avec de petits choix qui devenaient grands, avec une gentillesse qui se multipliait, avec un amour qui voyait au-delà de la surface et créait de la beauté là où il n'y avait avant que l'invisibilité.